À la une ce soir, un quatrième opérateur fait son entrée dans le domaine de la téléphonie mobile. Le gouvernement ivoirien a accordé la licence à une société libyenne. Décision du Conseil des ministres d'aujourd'hui, mercredi 14 septembre. Les camions de ramassage des ordures ménagères, de véritables dangers sur nos routes. Ils seraient à la base de nombreux désagréments, embouteillages ou même accidents, à cause notamment de leur mauvais état. Le mercredi, désormais jour de classe dans le cycle primaire. Cette décision du gouvernement ivoirien a été appliquée aujourd'hui, premier mercredi de cette année scolaire 2016-2017. En France, 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment requis contre l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Il a été jugé pour avoir dissimulé un patrimoine d'une valeur de 3,5 millions d'euros, soit plus de 2 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, c'est l'heure du journal, bienvenue. Conseil des ministres ce mercredi 14 septembre, le gouvernement ivoirien a annoncé l'octroi d'une 4e licence dans le domaine de la téléphonie mobile. Elle a été accordée à une société libyenne qui doit entre autres reprendre une partie du personnel de 3 entreprises récemment fermées pour non-renouvellement de leur licence. Jérôme Kofi Abolin. Un 4e opérateur de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la société libyenne dénommée Helpetic. C'est le Conseil des ministres tenu ce mercredi qui l'annonce. Le nouvel opérateur a sa base à Dubaï. Relativement donc à la procédure d'octroi d'une 4e licence, le processus conduit par la RTCI et le ministère de l'économie numérique et de la Poste a abouti au choix de l'entreprise libyenne Helpetic qui opère déjà dans plusieurs entreprises TIC ailleurs dans le monde. Les critères d'évaluation sont principalement le business plan proposé par les candidats, le modèle économique, les marges et le taux de rentabilité interne, les contreparties financières, les assurances par rapport aux engagements d'investissement, les assurances par rapport à la reprise d'une partie du personnel des sociétés aujourd'hui qui n'opèrent plus, etc. Une autre information capitale annoncée par le Conseil, elle concerne le programme élargi de vaccination. Dans le but d'accroître l'indépendance vaccinale de notre pays, le Conseil a décidé d'anticiper le paiement des vaccins et consommables du programme élargi de vaccination. Cette mesure permettra principalement de prémunir notre pays contre les ruptures en vaccins traditionnels et ainsi de mieux protéger la population, principalement les enfants. Et évidemment, accessoirement, tout cela permettra d'améliorer les indicateurs de couverture vaccinale de notre pays. Toujours sur le plan de la santé, la mesure visant à la réglementation de la publicité au sujet des médicaments, également à l'ordre du jour du Conseil. Le Conseil qui a aussi entendu une communication sur le projet de dépollution complémentaire des sites touchés par les déchets toxiques du Probo-Kuala à Abidjan. Le Conseil a donné son accord en vue de la poursuite et de l'achèvement donc du projet avec toutes les activités restantes. Il s'agit notamment des travaux de suivi de la chaîne trophique et du suivi sanitaire des populations du village de la Gibi. Ces travaux complémentaires de dépollution donc, sont prévus pour prendre fin en décembre 2017. Avant de prendre congé, le Conseil a évoqué en divers les déplacements du président de la République à l'étranger à compter de ce jeudi. Il a notamment fait cas du voyage du chef de l'État au Canada et surtout de celui des États-Unis où le président Alassane Ouattara va assister à la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Après ce Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a reçu un émissaire du président gabonais. Il ressort de leurs échanges que la Côte d'Ivoire et le Gabon sont déterminés à maintenir le bon état de leurs relations. Le ministre gabonais de l'Intérieur, Pacome Moubele Boubeya, s'est exprimé tout juste après cette rencontre. Nous l'écoutons. Je suis venu donc en Côte d'Ivoire à la demande de Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État donc de la République gabonaise, pour apporter donc au président de Côte d'Ivoire les liens de fraternité qui ont toujours uni les peuples gabonais et les peuples
ivoiriens. Donc c'est porteur de ce message particulier qui nous rappelle l'histoire que nous avons en commun depuis la veille de nos indépendances, depuis nos indépendances jusqu'aujourd'hui. Donc ce message d'union, d'unité entre les peuples gabonais et les peuples ivoiriens. Nous avons également, vous en doutez bien, évoqué donc la question des élections au Gabon. Et j'ai tenu, comme l'a demandé le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à dire au président donc, de Côte d'Ivoire qu'il ne peut avoir aucun flou dans les relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, encore moins entre le peuple gabonais et le peuple ivoirien. Il se trouve que certaines personnes, certains médias également, il faut le dire, poussent à la stigmatisation également ou peut-être à un malentendu qui pourrait exister dans les rapports entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et pire encore, entre les Gabonais et les Ivoiriens, ce qui n'est pas possible du tout. Le centre hospitalier universitaire de Treichville vient d'acquérir un centre d'imagerie médicale avec du matériel de pointe, notamment un scanner, des appareils radio et 5 échographes. Le centre d'imagerie veut offrir aux populations un service de qualité. L'inauguration officielle dans le reportage de Sidonie Davila. C'est un bond qualitatif qu'enregistre le CHU de Treichville en matière de prise en charge des malades. Le centre hospitalier a désormais son centre d'imagerie bien garni. Des échographes, un scanner de dernière génération, des tables d'examen pour ne citer que ces appareils, le centre d'imagerie se met au diapason des normes internationales dans le domaine sanitaire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, des challenges restent encore à relever quant à la priorité que nous accordons au diagnostic. Porte d'entrée du dépistage précoce que nous co-signons à partir de notre concept « Ma santé, ma vie ». C'est la vision très précise dans l'exécution de notre plan de développement stratégique 2016-2020. Le deuxième aspect est bien sûr d'avoir, après tous ces investissements, les résultats que la population puisse apprécier. Inauguré ce mardi dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de Treichville par le Premier ministre, le projet est un pan d'un vaste programme de rééquipement de 12 structures sanitaires, évalué à plus de 8 milliards de francs CFA. Le gouvernement fait des efforts pour donner des appareils donc, de haut niveau. Il faut d'abord bien sûr les entretenir de manière à ce qu'ils durent, mais aussi travailler davantage sur la qualité de l'accueil, de manière que le malade qui arrive, qui sont déjà sous pression, se sent rassénéré et donc puissent repartir contents. Et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a des centres qui ont eu des prix d'excellence, mais il faut que ce soit généralisé. Financé sur le Fonds Réserve Pays Émergents RPE, conclu en 2014 entre l'État ivoirien et l'État français, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ne peut s'empêcher d'exprimer sa reconnaissance à la France qui a facilité l'exécution de ce projet. Le e-learning intégré au programme de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Grâce à ces formations à distance, les infirmiers et sages-femmes vont pouvoir bénéficier de renforcement de capacités en continu. Honorine Anigori. Environ 450 enfants de 0 à 5 ans et 600 femmes en couche meurent par an en Côte d'Ivoire, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le lancement du programme e-learning ou formation à distance via le numérique vise le renforcement des capacités des infirmiers et sages-femmes. Il permettra de leur donner une formation initiale continue de qualité opérationnelle et efficace pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. C'est un programme qui va booster la mission de l'Institut national de formation des agents de la santé INFAS qui forme plus de 80% des agents de la santé en Côte d'Ivoire. Dans ce système de e-learning, la première des choses que l'on attend, c'est une amélioration de la formation des agents de santé, tant dans la théorie que dans la pratique. Une opportunité pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'exhorter les agents de santé à s'approprier la formation e-learning. Produire des agents de santé compétents, professionnels, c'est réalisable et j'en suis convaincu. C'est pourquoi nous espérons que la formation en e-learning viendra corriger ces inadéquations.
Pour le personnel médical, ce programme est une aubaine. C'est avec plaisir et assez d'enthousiasme que nous recevons l'innovation de Madame la ministre en accord avec le ministère du Sénégal sur e-learning, qui est une initiative dans l'intention de rentrer dans l'émergence, comme on le dit, afin d'être un modèle des agents de santé. Ce projet bénéficie de l'appui financier de l'Association pour la médecine et la recherche en Afrique, AMREF. Un autre projet dans le domaine sanitaire, lui, recherche des partenaires pour le financement de l'hôpital d'hémodialyse d'Abidjan. La présidente de l'ONG Servir s'est rendue aux États-Unis en quête de fonds pour financer les travaux. Herman Yamia. Accueillie à son arrivée par une délégation d'Ivoiriens au pays de l'oncle Sam, Henriette Konabédié et sa délégation ont vécu un séjour chargé et riche. Le lendemain de son arrivée, la présidente de la Fondation Servir a été reçue à la mairie de Houston dans l'État de Texas. Le premier adjoint au maire, Jerry Davis, lui a remis la clé de la ville que l'on offre aux illustres hôtes de la cité. Henriette Konabédié et sa délégation, comprenant le président du Conseil économique et social Charles Kofi Dibi, représentant le président Henri Konabédié, ont visité le port autonome de la ville et un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer. C'était avant le grand gala du 26 août, au cours duquel le maire adjoint Jerry Davis a élevé Mme Bédié au rang des citoyens d'honneur de l'État de Texas. Et Henriette Konabédié de remercier ainsi ses invités d'un soir. Aussi, voudrais-je vous rassurer que notre parcours de 20 ans n'aurait jamais eu de réalisation sans l'éthique de l'honneur et de justice sociale qui nous guide. L'important pour nous, c'est de continuer le combat qui vaille, celui de chercher les moyens pour aider tous ces Ivoiriens et Ouest africains qui attendent d'être soulagés. Vendu aux enchères au cours du gala, 2 tableaux du peintre ivoirien Fico. Au total, le gala a permis à la fondation de recueillir $1 200 000 américains. Nommée par la présidente de la fondation, Hyacinthe Ndri représentera désormais Servir aux États-Unis. Ici, en Côte d'Ivoire, les camions de ramassage d'ordures ménagères sont pointés du doigt. Ils seraient la cause d'embouteillages et même d'accidents de la circulation dus aux mauvaises conduites ou encore au mauvais état des véhicules. Issa Yeo et Abou Sanogo se sont intéressés au sujet. Mamadou Bakayoko, la trentaine est révolue, est chauffeur de camions de ramassage d'ordures ménagères depuis quelques années. Avec son équipe, il est chargé de débarrasser les ordures du boulevard Latry, aux 2 plateaux, et la 7e tranche à Angré. Une tâche qu'il accomplit avec beaucoup d'engouement. J'aime beaucoup mon travail, j'ai mon salaire qui me suffit. Quand j'ai un problème, j'explique au patron, il arrive à m'aider. La société de ramassage d'ordures ménagères où exerce Mamadou dispose de 3 équipes pour le nettoyage de cette zone. La première travaille de 15h à 23h, la deuxième de 23h à 7h et la troisième de 8h à 14h. Pour lui, le respect de ces horaires est un impératif. Dans la journée, si nous on ne sort pas, nos patrons prennent des pénalités, nous on prend des pénalités sur ça. Pour sa part, la directrice de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, Anna Sur, explique que la majorité du ramassage se fait la nuit, mais n'empêche qu'il est autorisé que des camions travaillent dans la journée. Entre 2011, où cette mesure a été prise, et 2013, on a environ 55% de collecte nocturne contre 45% de collecte diurne, n'est-ce pas, donc dans la journée. Et depuis 2013 jusqu'à ce jour, nous sommes environ à 70% de collecte nocturne contre 30% pour la journée. Toutefois, elle déplore le manque de sérieux de certaines sociétés, la nuit dans l'accomplissement de leurs tâches. À partir de minuit jusqu'à 7h du matin, c'est là qu'il y a les problèmes. Donc vous avez certains opérateurs qui sautent une ou l'autre des tranches, en tout cas qui ne sont pas bien exécutés. Et pour ces opérateurs, donc, on applique des pénalités. Si ces camions de ramassage d'ordures ménagères jouent un rôle important dans l'assainissement des quartiers, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent un véritable danger sur les routes. Manque de feu arrière, mauvaise conduite des chauffeurs, le travail aux heures de pointe dans la journée, embouteillages sont autant de désagréments causés
par ces mastodontes. Quotidiennement, même ces camions nous posent problème. C'est l'embouteillage. Nous ne savons pas si les visites techniques sont bien faites, sont faites de façon permanente ou aux dates qu'il faut. Maintenant, vu leur état, c'est vraiment un danger souvent. Il faut qu'on trouve une solution à ça parce que en pleine journée, ramasser les ordures peut passer là, ça crée des embouteillages, ça crée des accidents. Des griefs rejetés par Mamadou Bakayoko. Le fait qu'on sorte tôt dans la journée, ça ne gêne personne. Par exemple, si je suis sur une grande voie, si je dois faire les deux côtés, je fais un côté pour aller, c'est vrai, il a créé un peu l'embouteillage, mais je suis obligé. Mais où j'essaie, je dois garer et puis ça crée trop d'embouteillage, je continue. Et peut-être que mon retour, mes éboueurs vont passer de l'autre côté pour prendre la poubelle pour venir mettre. Face aux nombreuses plaintes des usagers, la Nassur explique les raisons de la vétusté des camions de ramassage. Cette vétusté des camions s'explique par plusieurs raisons. La raison principale, c'est les arriérés de paiement. Tout ceci fait que demander des investissements à ces opérateurs devient difficile. Le ministre Anne Oloto, depuis son arrivée, il faut dire que les problèmes de paiement sont vraiment résolus. Malgré ces explications, la réalité est tout autre sur le terrain. À la Riviera Palmeraie, un chauffeur de camion de ramassage d'ordures ménagères mal inspiré endommage un véhicule en stationnement. Il y a un côté de mariage. Moi, mon côté était un peu libre. Ils sont venus vers moi. Ils ont dit que non, décidé. Quand il a vu il a vu que non, vraiment, il a touché son camion, il a garé. Un agent de police de service constate que le chauffeur ne dispose d'aucune pièce afférente. En guise d'excuse, le conducteur lui fait savoir qu'elle se trouve avec le patron de la société qu'il emploie. En pareille circonstance, le policier du service constat se voit dans l'obligation d'attendre une arrivée probable de ce dernier. Dans ce cas, si vous avez du boulot à faire ou une urgence, vous êtes obligé d'abandonner la procédure et faire réparer votre véhicule à vos frais, comme c'est le cas de ce conducteur qui n'a pas voulu être filmé. Pour les usagers, une solution doit être trouvée. Dans la journée, quand ils sont au milieu de la circulation comme ça, vraiment c'est très dangereux. Il y a beaucoup qui n'ont pas de freins. Bon, beaucoup même quand ils sortent dans les carrefours comme ça, ils sortent, il faut sortir. Donc beaucoup ont trop peur de ces camions. Les autres ont peur parce qu'ils se disent qu'on n'a pas de frein. Il ne faut pas qu'ils vont avoir peur. C'est le travail. On ne peut pas rouler un véhicule sans frein. Moi aussi, j'étais à ma vie. Il y a des enfants, il y a ma femme, je suis marié. Donc, il ne peut pas prendre un gros camion, sortir sans frein, non. Mais si je constate tout de suite qu'il n'y a pas de frein, il rentre au garage. Malheureusement, le pire. La Côte d'Ivoire l'a connu le vendredi 10 juin dernier, avec la chute d'un camion de ramassage dans la lagune Brié au niveau du pont Général de Gaulle. Un accident causé par un excès de vitesse. Malgré cet état de fait, ces camions débarrassent le district autonome d'Abidjan de près de 100 000 tonnes d'ordures ménagères par mois. Dans le domaine de l'éducation, une décision du gouvernement ivoirien, le mercredi est désormais un jour ouvrable pour les élèves du cycle primaire. Le gouvernement a décidé de porter à 5 les jours de classe de la semaine. Premier mercredi de cours ordinaire pour cette année scolaire, grâce Kando. Plus de repos les mercredis matins pour élèves et enseignants du primaire. Mercredi est désormais jour ouvrable, un jour inscrit sur le tableau des élèves et sur leur emploi du temps. Cette mesure gouvernementale a eu un écho favorable ici au groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé. Élèves et enseignants sont en plein exercice. Depuis 7h30, les enfants sont arrivés et on a commencé à travailler. On a révisé la table de multiplication avec les enfants, la table par 2. Et ensuite, nous sommes en train de faire une dictée lacunaire. Aujourd'hui, mercredi, ma mère m'a réveillée pour venir à l'école et pour venir étudier avec ma maîtresse et tous mes amis. Dans cette autre classe, toujours au groupe scolaire Djeloukou, ce premier mercredi de la rentrée scolaire est consacré à la distribution de kits. Nous avons respecté la consigne donnée par le ministère. Nous sommes là et on nous a demandé de distribuer les kits aux enfants ce matin, aujourd'hui mercredi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pour un suivi effectif des cours de mercredi, le COGES est aussi sur le terrain. J'ai visité toutes les classes, tous les enseignants sont là, les directeurs sont là, ils sont en train de faire les cours. Vraiment, je suis très content. Chaque semaine, je fais une visite à l'école, chaque 2 jours. Mais mercredi, je vais prendre encore pour venir vérifier si vraiment tout se passe bien. Au groupe scolaire Amondabi Catherine, dans la commune du Plateau, élèves et enseignants ont aussi répondu à l'appel. J'avoue que ce n'était pas dans mes habitudes
Normalement, les mercredis, je viens pour mettre de l'ordre dans le bureau. Voilà, pour la tâche administrative. Mais aujourd'hui, je me retrouve en classe avec les enfants. Le mercredi, c'est nouveau. Mais avec le temps, nous allons finir par nous habituer. Parce que quand je regarde sur l'emploi du temps, le mercredi, c'est spécialement fait pour le renforcement. Pour le bien de nos enfants, je pense que les parents doivent accepter de libérer leurs enfants le mercredi. Avec ce nouveau programme scolaire, le volume horaire d'apprentissage passe de 832 heures à 990 heures par an. Mercredi, jour de classe au primaire. Aujourd'hui, c'est donc le deuxième jour de l'année scolaire 2016-2017. À San Pedro, dans le sud-ouest du pays, les enseignants sont bien présents, mais les élèves se font toujours attendre. Thérèse Yoboué. Depuis hier, la rentrée est effective sur toute l'étendue du territoire national. Mais dans certaines localités, les élèves traînent encore les pas. C'est le constat à l'école primaire publique Lac 3 Bade à San Pedro, où l'heure est encore au nettoyage des salles de classe. Dans le bureau d'à côté, les inscriptions se poursuivent encore. Je suis venu inscrire ma fille à la rentrée, tout possible pour que les enfants aient à l'école, ce qui est important dans la vie. Au collège moderne du quartier Bardo, un établissement public, les élèves sont là, mais les cours n'ont pas encore commencé. Au lycée moderne Inagoyi, c'est le même constat. Il n'y a pas cours. Nous avons pris les emplois du temps. Conformément aux décisions de Madame la ministre, nous sommes au poste. Nous attendons que les élèves entrent dans les classes. Pour le proviseur du lycée, le nombre d'inscrits est faible pour une véritable reprise. Nous avons 2785 élèves inscrits en ligne sur 4403 élèves attendus. Au niveau des inscriptions physiques, nous sommes à peine à 500 élèves qui ont confirmé leur inscription physique au niveau de l'établissement. Raison évoquée pour ce manque d'engouement, les producteurs attendent la fixation du prix du cacao qui marque le début de la traite cacaoyère pour pouvoir inscrire leurs enfants. Le 30e Salon international des productions animales est ouvert depuis hier à Rennes, en France. Une délégation ivoirienne y est conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Elle a pour objectif principal de nouer des partenariats pour booster la production animale au niveau national. Hervé Blé, envoyé spécial à Rennes. 1, 2 et 3 participations au Salon international des productions animales de Rennes en France et les honneurs pour la Côte d'Ivoire. La 30e édition du salon, communément appelé l'Espace, a pour pays invité d'honneur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la délégation la plus importante cette année, la plus nombreuse, et nous espérons, en tout cas moi à titre personnel, j'espère fortement que c'est le début d'une collaboration qui ira en se développant et pourquoi pas à l'avenir entre nos deux salons professionnels, puisque la Côte d'Ivoire a également son salon professionnel. À la tête de la délégation ivoirienne à ce carrefour de l'élevage, le ministre Arkobenan Kwasi Adjoumani. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous du monde agricole au parc d'exposition de Rennes. Pour animer ce lieu de rencontre, d'échange et de débat pour professionnels du secteur de l'élevage, 1400 exposants, un tiers vient de 42 pays. Le Space, une aubaine pour projeter l'élevage ivoirien vers l'avenir. L'objectif premier, c'est de nous inspirer de l'expérience française qui, en matière de développement agricole et en particulier d'élevage, est bien avancée. Beaucoup de plateformes nous sont offertes grâce auxquelles nous allons exposer aussi notre savoir-faire et également profiter du savoir-faire français. Au cœur du Space, l'innovation au service des éleveurs. Les membres de la délégation ivoirienne qui sont de l'interprofession porcine et de l'interprofession avicole ont l'occasion de s'imprégner des nouveautés qui impacteront leurs différentes activités. Dans l'actualité politique, la commission électorale indépendante CEI a affiché du 20 au 27 août dernier la liste électorale provisoire. Et depuis le 29 août, c'est la phase des contentieux. Il s'agit d'apporter des corrections à la suite des réclamations des personnes enrôlées. Maïsako pour le point du processus en cours.
Ce mardi, dans les locaux de la commission électorale départementale d'Abidjan 4, qui couvre les zones de Trècheville, Marcory, Koumassi et Port-Boué, l'heure est à la délibération, puis la validation du contentieux sur la liste électorale. C'est quelqu'un qui s'est fait enrôler pendant la phase d'enrôlement qui est terminée, mais malheureusement son nom n'a pas été affiché. Vous savez, l'erreur, c'est des choses qui peuvent arriver. Nous avons 7 commissions locales qui ont travaillé sur le contentieux, les réclamations des requérants. Et tous les dossiers nous sont parvenus ce matin. Au niveau de la départementale, nous nous chargeons de vérifier l'authenticité des différentes pièces. Au bout de 2 jours, sur la base des différentes réclamations, ces 2 superviseurs feront des propositions de décision à leur commissaire central pour validation. Aucune portion du territoire n'a été abandonnée. Chaque commissaire a une zone. Donc chacun d'entre nous va se rendre dans sa zone pour pouvoir valider les propositions de décision que vont lui faire les différentes commissions électorales locales sur les réclamations. Les réclamations portent aussi bien sur les données personnelles que sur les lieux de vote. Il y a aussi des personnes qui ne remplissent pas les conditions qu'il faut pour être sur la liste électorale. Par exemple, quelqu'un qui serait mineur, qui n'a pas l'âge révolu, donc les 18 ans, en mars 2016, il n'avait pas encore les 18 ans révolus et qui se retrouve sur la liste électorale, quelqu'un peut venir faire une réclamation par rapport à cela. Si certains électeurs potentiels affirment avoir pris part au contentieux sur la liste électorale, d'autres préfèrent se contenter des résultats obtenus lors des processus précédents. Je suis allée m'inscrire et quand ils ont fait sortir la liste, j'ai vu mon nom. Bon, j'encourage aussi ceux qui n'ont pas encore fait, ils n'ont qu'à aller vérifier si les noms affichent. J'ai confiance à la CEI parce que je n'ai aucun doute que mon nom figurera sur la liste. Donc c'est pour ça que je ne suis pas encore allé. Le contentieux sur la liste électorale prendra fin avec l'affichage en octobre prochain de la liste électorale définitive. Cette année, le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale provisoire est de 6 439 876 contre 6 300 449 en 2015. En France, 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment requis contre l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Il a été jugé pour avoir dissimulé un patrimoine d'une valeur de 3,5 millions d'euros, soit un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Son ex-femme, elle, écope de 2 ans de prison ferme pour complicité. Salima Toudia et Sylvie Touré. Des comptes en Suisse, à Singapour ou encore sur l'île de Man en Irlande, un patrimoine estimé à plus de 3,5 millions d'euros, soit plus de 2 milliards de francs CFA que Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre français du Budget, a dissimulé à travers un montage sophistiqué, ce qui risque aujourd'hui de lui coûter la prison. Ce mercredi, au parquet financier, l'heure était aux réquisitions. 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour avoir menti des années au fisc français. À 64 ans, l'ancien héros de la lutte contre l'évasion fiscale est poursuivi dans un procès pour fraude fiscale et dissimulation de patrimoine. Les faits remontent au 4 décembre avec les révélations de Mediapart. Le site assure que Jérôme Cahuzac a possédé pendant de longues années et jusqu'en 2010 un compte au sein de la banque suisse UBS à Genève qu'il n'a jamais déclaré au fisc. Ce compte aurait été vidé et l'argent placé dans une banque à Singapour. Une plongée dans l'opacité des sociétés offshore pour un ministre tenu de déclarer son patrimoine avant son entrée au gouvernement en 2012. Il nie d'abord les faits, puis démissionne du gouvernement en 2013 et finit par faire ses aveux au juge. Après enquête, le parquet découvre une fraude sophistiquée, inscrite dans la durée en complicité avec son ex-femme Patricia. 2 ans de prison ferme est requis à l'encontre de cette dernière et 3 ans pour Cahuzac, en plus de 5 ans d'inéligibilité. Pour la chef du parquet financier, il s'agit là de sanctions requises pour punir la trahison pour avoir sacrifié tous les principes pour l'appât du gain. Une réquisition qui annonce sans doute l'épilogue d'un procès riche en révélations dans un scandale politico-financier.
Procès donc en cours contre l'ex-ministre du budget français, Jérôme Cahuzac, et son ex-épouse. Aux États-Unis, Barack Obama en campagne pour Hillary Clinton. Le président américain a participé hier mardi à un meeting de campagne à Philadelphie. Il a pris fermement la défense de la candidate démocrate et durci ses attaques à l'endroit de Donald Trump. Elle fait, selon lui, l'objet de critiques injustes. L'ancienne secrétaire d'État est critiquée pour avoir caché sa pneumonie et aussi pour avoir traité les électeurs de son adversaire de gens pitoyables. Dans le monde du football, le Slovène Alexander Čeferin a été élu président de l'UEFA pour une durée de 2 ans et demi, temps du mandat qui restait à Michel Platini, suspendu par la justice interne de la FIFA. Le Slovène de 48 ans a été élu à une écrasante majorité de 42 voix contre 13 face au Néerlandais Michel van Praag. Voilà, merci de votre attention. Retrouvez Maïsako à 23h. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h pour un nouveau journal, toujours sur RTI 1. Très bonne soirée à vous.